bienvenue. C'est le Culture Mag, votre rendez-vous avec les arts, les spectacles et le lifestyle. Dans ce journal, nous allons vous emmener dans les coulisses de l'énorme concert donné par Lady Gaga. La star internationale n'a ni annulé ni cédé aux pressions des appels au boycott. Elle devrait électriser Tel Aviv ce samedi. Au sommaire également, la révolution Netflix. Le site de streaming en ligne vient de passer une commande d'une série télé française consacrée à Marseille. Nous serons en ligne avec le scénariste et nous en profiterons pour voir comment la capitale de l'OM s'est imposée sur les écrans. Et puis, nous vous montrerons le stepping. C'est une danse tribale venue du fin fond de la douleur noire. À l'époque de l'esclavage aux États-Unis, le stepping, la danse des ramasseurs de coton, devenue trendy à New York. Voilà pour le sommaire. Merci de votre fidélité à nos programmes. C'est un gigantesque projecteur sur Israël qui va s'allumer samedi soir. La star planétaire Lady Gaga vient donner le concert qu'elle n'a pas annulé, ni même envisagé d'annuler. Dans le lot des grands désistements de l'été, la venue de Lady Gaga est une bouffée d'air et d'argent pour les Israéliens. Reportage dans les coulisses de la production, Sandy Fortis avec Roger Fima. C'est un rêve qui se réalise. On a travaillé très dur pour que ce show puisse avoir lieu. Shalom, this is Lady Gaga. I'm so excited to perform my new tour in Tel Aviv. À quelques jours de ce concert exceptionnel, la décision finale a été prise. Samedi soir, Lady Gaga mettra fin à la vague d'annulations qu'a subi le pays et se produira au Parc Ayarkon, le premier grand concert depuis l'opération Bordure Protectrice. Quand vous êtes en situation de guerre et que des missiles sont lancés sur Tel Aviv, ce n'est pas évident. Et nous voilà au Parc Ayarkon, tout est redevenu normal. Ce n'est pas seulement le concert, c'est bien plus symbolique. Depuis le concert des Rolling Stones en juin dernier, la production et les équipes de construction n'étaient pas surchargées de travail, mais l'idée de mettre en place 80 tonnes de matériel et de construire le stade pour le concert semble être une perspective passionnante pour tout le monde. Le côté positif, c'est que cette année, pour la première fois pendant l'été, tous les techniciens et les producteurs ont pu se réunir à la plage autour d'une bière. D'habitude, on travaille sans arrêt, alors cette fois, on en a eu l'occasion. Pas la production. Selon la production, plus de 20 000 places ont déjà été vendues, mais 35 000 personnes sont attendues samedi soir. Compte tenu des frais de production très élevés pour la venue de Lady Gaga, le risque financier est énorme. C'est vrai, nous n'avons pas hésité un instant. L'argent n'était pas le problème. Le problème était de maintenir le concert pour nous prouver, à nous qui vivons ici, que nous pouvons et nous devons rester sains d'esprit. Lady Gaga est connue pour ses extravagances. On se souvient tous de sa robe en viande crue et de ses autres tenues peu ordinaires. Pour ce concert à Tel Aviv, même ses producteurs ne savent pas à quoi s'attendre. La seule déclaration politique est la nôtre. On n'abandonne pas, on se bat et on gagne. Je ne sais pas, elle viendra peut-être vêtue d'un drapeau d'Israël. Direction la France maintenant avec cette annonce qui a secoué le petit monde des séries télé. Le grand Netflix américain à qui l'on doit la série House of Cards, Netflix a commandé une série télé sur Marseille. Nous allons avoir Dan Frank en ligne, c'est lui qui écrit cette série. Mais en attendant, petit tour de Marseille, star du 7e art, David Gombin. Marseille, chouchou du 7e art. Le buzz autour de Marseille, la série, a presque effacé un autre film dont l'action se situe, elle aussi, autour du Vieux-Port. C'est la French qui fait la loi. Et c'est une putain de pire. C'est le nouveau film du duo Jean Dujardin-Gilles Lelouch. Après le succès des Infidèles, les deux compères débarquent dans le sud pour le nouveau film La French. Une plongée dans la pègre marseillaise avec l'histoire vraie d'un juge anti-banditisme en lutte contre un parrain de la mafia. Vous l'aurez compris, il s'agit du remake de la French Connection. En 1972, ce film rafle tous les Oscars. Meilleur film, meilleur acteur, meilleur réalisateur. C'est le premier à mettre Marseille sur le devant de la scène. Avant les Américains, Marseille a été célébrée par les Marseillais eux-mêmes, à commencer par Marcel Pagnol dans les années 1930. Voilà. Et ça fait 4 tiers, hein. Et alors ?
Son œuvre n'a été qu'un cri d'amour à Marseille. En 1931, Marius est le premier film parlant du cinéma français. Devant ce succès éblouissant, Pagnol établit 2 studios, l'un à Boulogne-Billancourt et le deuxième dans le quartier marseillais du Prado. En 1934, il fait l'acquisition d'un domaine de 40 hectares sur les hauteurs de la ville où il va installer le Hollywood marseillais et où toutes les stars de l'époque viendront jouer aux boules. À Marseille, monsieur Boy, il n'y a rien d'aussi pénible que le travail. Marseille, c'est la ville de prédilection de Robert Guédiguian. Enfant du quartier populaire de l'Estac, il ne cesse de compter la vie ouvrière de cette ville portuaire et multiethnique. C'est merde. Qui use ces phrases avec de ces mots. Il connaîtra le succès en 1997 avec Marius et Jeannette, pour lequel il sera auréolé de 6 Césars. Mais comment parler de Marseille sans aborder Taxi ? Zen. En 1998, Luc Besson produit ce film à gros budget qui cartonne. La suite, on la connaît, Taxi 2, 3, 4... Marseille, de nombreux téléspectateurs la vivent presque au quotidien. T'es pas à la plage là ? Plus belle la vie, avec 10 saisons et 2500 épisodes au compteur, ce sont 5 millions de personnes qui suivent chaque soir les aléas du quartier du Mistral. Avec en moyenne 200 films tournés chaque année, le cinéma aime Marseille. Et avec plus de 2,5 millions de spectateurs marseillais par an, cet amour est bel et bien réciproque. La Canebière, ça fait toujours rêver. Nous sommes en ligne maintenant avec l'écrivain français Dan Frank. On lui doit de nombreux romans, de formidables séries télé. Dan Frank, bonjour. Vous allez passer alors de Jean Moulin ou des Hommes de l'ombre aux méandres politiques de Marseille. Est-ce que c'est inspiré de faits réels ? Comment allez-vous faire pour éviter les clichés ? D'abord, c'est une série originale, donc une histoire originale qui ne s'inspire d'aucun fait. Ce sont des personnages qui sont des personnages nés de mon imaginaire. C'est une lutte politique entre 2 candidats au moment des élections municipales, ça c'est une chose. Et par ailleurs, la cité phocéenne, c'est une ville qui a une personnalité extraordinaire. C'est d'ailleurs une des raisons pour lesquelles on a décidé de placer cette série à Marseille. C'est une ville exceptionnelle, c'est une ville de mélange, d'immigration, avec un port au centre. Le port a un rôle très important, un rôle essentiel dans la série. Il y a des quartiers énormes et les quartiers en difficulté sont souvent au centre de la ville, alors que, par exemple, à Paris, ils sont excentrés en Seine-Saint-Denis. Enfin bref, c'est une ville très particulière et on va évidemment décrire les particularités de cette ville. Il ne s'agit pas de tomber dans des travers, faire du Marseille bashing ou de caricaturer cette ville. C'est une ville d'une très grande richesse et on aimerait bien rendre compte de cette richesse-là. Dan Frank, votre série a été baptisée la House of Cards à la française, ça vous va ? Écoutez, quand on dit un House of Cards à la française, c'est que House of Cards c'est aussi une série politique et c'est une série transgressive. Et nous, c'est la seule demande d'ailleurs de Netflix, c'est qu'on soit transgressif par rapport à ce qui se fait et ce qui se produit en général sur les télés françaises ou européennes. Voilà. Donc ça nous donne une liberté totale. On pourra tout à fait être amoral si on souhaite l'être. En tout cas, être transgressif, c'est ça que ça veut dire. Dernière question, Dan Frank. L'arrivée de Netflix en France a fait polémique. Qu'est-ce que vous répondez aux critiques qui accusent, et surtout vous, le géant américain d'impérialisme culturel ? Il n'a rien à voir avec le mode de télévision traditionnel. Vous pourrez regarder, en tout cas cette série, sur des box liées à Netflix, sur d'autres, sur des écrans d'ordinateur, sur des tablettes, sur des smartphones. D'une part, d'autre part, les séries Netflix sont diffusées intégralement en une seule fois, c'est-à-dire que vous n'êtes pas obligé d'attendre un rythme hebdomadaire pour suivre l'histoire. Bon, ça c'est une chose. D'autre part, en France en tout cas, Netflix s'est accordé avec les sociétés d'auteurs, donc je vois pas où est le danger pour les auteurs. Enfin, ça offre quand même des perspectives de travail pour les Marseillais et pour d'autres, pour toutes les équipes techniques et artistiques. Donc c'est un nouveau support, avec lequel il va falloir vivre. Merci beaucoup Dan Frank. C'est une interview qui a été enregistrée avant ce journal. À suivre, le stepping, la danse des esclaves noirs. Mais tout de suite, les highlights.
Après une grande expo lui étant consacrée au musée d'art moderne, Vic Muniz revient à Tel Aviv. Pour cette série Pictures of Magazine, le célèbre artiste a littéralement arraché des pages de magazine. Dans la continuité de son travail sur les ordures, le créateur du film Wasteland utilise cette fois ce qu'il appelle des déchets mentaux et non physiques. Une technique originale pour dénoncer notre constante poursuite de l'information et qui laisse derrière elle un sillage énorme de déchets. Retrouvez cette série de Vic Muniz à la galerie Chezi Cohen de Tel Aviv. Hommage à Lucien Clergue en Arles. Grand photographe français, le premier à intégrer l'Académie des Beaux-Arts en 2006, il s'agit d'un monstre vivant. Il entretient un lien particulier avec la ville provençale où il a contribué à créer l'École nationale de la photographie. Collectionneur, il a soutenu la création du musée Réatu dans la ville, musée à qui il a offert 360 photographies et héliographies. Œuvres exposées en forme d'hommage en l'honneur de celui qui aura donné à la ville d'Arles son statut de capitale méditerranéenne de la photo. Les Clergues d'Arles, c'est au musée Réatu jusqu'au 4 janvier. Pour sa première exposition en solo aux États-Unis, l'artiste cubaine Claudia Paneca nous présente son état de la matière. La sculptrice invite le spectateur à réfléchir sur un thème général mais complexe. À partir d'installations organiques combinant argile, porcelaine, bois, dessins, textes et photos. L'exposition se présente comme une expérience scientifique basée sur la recherche de la cosmogonie. Paneca et son langage personnel explorent la dualité entre matérialisme et spiritualité. À New York du 13 septembre au 18 octobre. C'est un drôle de buzz qui s'est passé à la Fashion Week de New York, le stepping, bienfait ou méfait des délires de mode. Cette danse des esclaves américains est devenue la dernière tendance en vogue. Explication, Sandy Fortis. Taper dans l'œil, c'est bien sûr le mot d'ordre de la mode. Avec la multiplication des marques, la mondialisation des enseignes, il faut se démarquer et assurer la meilleure communication possible. Une collection, aussi réussie soit-elle, ne suffit pas. Idem pour les égéries et les campagnes de pub accrocheuses. Sortir du lot, assurer une identité et un style à une marque, cela démarre bien avant, sur les podiums pendant les présentations des collections. Les récents exemples, la villa futuriste d'Alexander Wang, le manège enchanté de Marc Jacobs, ou encore le jardin d'un festival rock des années 70 de Tommy Hilfiger. Dans ce déluge d'effets et cette débauche de moyens, les décors ne sont pas les seuls outils et ont parfois des conséquences qui sortent du seul cadre fashion. C'est le cas de Rick Owens et de son stepping. Le stepping, une danse qui depuis ce défilé a secoué le fashion world. On a vraiment été surpris par la réaction du public lors du spectacle pour Rick Owens. Certains criaient, tapaient des mains, pleuraient même. Voir quelqu'un pleurer parce qu'il est touché par notre performance, c'est incroyable. Nous, on avait des expressions vraiment intenses et de savoir que cela en a ému certains aux larmes, c'est dingue. Le stepping nous plonge au cœur de l'histoire afro-américaine. Pendant l'esclavage, les tambours furent interdits alors qu'ils faisaient partie de notre culture, de la culture afro-américaine, et ils étaient utilisés pour les rythmiques. Donc leur disparition nous a poussés à trouver des façons créatives de retrouver ces rythmes en tapant des mains, en bougeant les pieds. Beaucoup de styles de danse puisent leurs origines dans cette histoire, comme les claquettes, le stepping et d'autres. Même s'il prend ses racines de la danse gumboot d'Afrique du Sud, la version plus moderne de cette danse vient des fraternités afro-américaines. Un esprit de solidarité, une marche unie, avançant tous ensemble, tel un seul homme. Ça crée une connexion entre ceux qui entendent et ceux qui pratiquent. Quand vous vous déplacez comme un seul être, à l'unisson, vous avez ce sentiment de responsabilisation. Vous vous dites « je ne suis pas que moi-même, je suis toute cette équipe ». Une pratique artistique qui fait désormais partie du très sélect monde de la mode. Lianette Noble est de retour à New York pour la Fashion Week évidemment. Voilà, c'est la fin du Culture Mag. On va se retrouver demain à la même heure. Juste après, c'est votre rendez-vous info qui continue sur i24 News. Merci de votre fidélité.